Le mouvement Etka Mai 72 n'a pas pu déposer de gerbes de fleurs ce matin sur la place du 13 mai, entièrement bouclée par les forces de l'ordre. Des tensions ont éclaté entre les membres du mouvement et les forces de sécurité lorsqu'ils ont tenté d'accéder au site. Le projet de centrale hydroélectrique Saoufk, lancé en 2016, ne démarrera qu'en 2026 avec une mise en service complète prévue pour 2030. En attendant, les délestages persistent, soulevant des interrogations sur la stratégie du gouvernement pour les 5 années à venir. Le mouvement Etka Mai 72 n'a pas été autorisé à déposer librement des gerbes de fleurs ce matin sur la place du 13 mai. Le lieu a été entièrement bouclé par les forces de l'ordre. Un dispositif de sécurité renforcé empêchait tout accès au site. Une entrave claire, selon les organisateurs, à la liberté d'expression, révélatrice d'un régime de plus en plus autoritaire. Des tensions ont éclaté entre les forces de sécurité et les responsables du mouvement lorsqu'ils ont tenté tôt ce matin de se rendre sur la place du 13 mai pour un dépôt symbolique de fleurs. L'association affirme pourtant avoir reçu une autorisation officielle du préfet d'Atal-Lajiv pour cette commémoration pacifique de la révolte populaire du 13 mai 1972. Les anciens combattants du mouvement de 1972 n'ont même pas pu accéder à la place. Seuls 20% ont été autorisés à entrer alors qu'ils étaient plus de 60 sur place. Un calico qu'ils comptaient déployer a été confisqué par les forces de l'ordre. Cela fait plus de 30 ans que nous commémorons cette date sans jamais rencontrer le moindre problème. Nous avons toujours obtenu les autorisations nécessaires, jamais on ne nous avait imposé de restrictions. Mais aujourd'hui, on nous a dit que seuls 20 d'entre nous pouvaient entrer, alors que nous étions plus de 60. On nous a empêchés d'avancer et nos banderoles ont été confisquées. Tout ce que nous avons revendiqué en mai 1972 semble avoir reculé, l'école de partialité et de discrimination. À l'époque, nous nous étions opposés à un enseignement à la française, et pourtant, cela reste toujours une réalité aujourd'hui. C'est pourquoi nous lançons un appel aux jeunes et à tout le peuple, ne vous laissez pas faire. Ce 13 mai 2025 marque le 53e anniversaire du soulèvement historique, mais 53 ans après, le climat politique semble replonger dans l'autoritarisme. Malgré la Constitution, qui garantit la liberté d'expression, toute manifestation dans l'espace public est systématiquement réprimée. Les revendications portées en 1972, elles, restent toujours d'actualité. Le quotidien des citoyens, lui, se dégrade et le régime en place est de plus en plus sourd à la contestation. Il a menti pour accéder au pouvoir. Il n'a ni vision claire, ni projet solide. Tant que ce président, détenteur de la nationalité française, restera en place, il n'y a rien à espérer pour Madagascar. L'emprise française sur notre pays ne cesse de se renforcer. Les 80 opérateurs économiques venus de France sont là pour consolider cette domination. Ce sont les banques françaises, les entreprises françaises qui règnent, pendant que les Français s'enrichissent et les Malgaches s'appauvrissent. Alors, on se demande, pourquoi les Français peuvent manifester librement sur la place de la République ou à la Bastille, de même pour les Américains, mais pourquoi, ici, les Malgaches sont privés de ce droit? Les dirigeants aiment copier ce qui se fait à l'étranger, mais ils ne reproduisent jamais ce qui honore vraiment la démocratie et la liberté d'expression. Dans les pays respectueux des droits fondamentaux, les commémorations sont des moments sacrés où le peuple est libre de se souvenir, de rendre hommage, de déposer des gerbes sans être inquiété. Aux États-Unis, chaque 11 septembre, en mémoire des victimes des attentats du World Trade Center, la nation tout entière se recueille dans leur dignité, sans intimidation policière. Il en est de même en
Grande-Bretagne. Récemment encore, des citoyens ont déposé des fleurs en hommage à Lady Diana sans qu'aucune autorité ne vienne restreindre à cet élan de mémoire. Ailleurs, ces instants de recueillement unissent peuple et dirigeants de la compassion. Mais à Madagascar, lorsqu'il s'agit de commémorer des dates cruciales comme le 29 mai 1947 ou le 13 mai 1972, ce sont des cordons de force de l'ordre, des interdictions, des intimidations qui accueillent ceux qui veulent simplement honorer la mémoire des disparus. Où est donc passée la sagesse malgache d'antan? Aujourd'hui, c'est la peur, la contrainte, le mépris de la mémoire collective qui s'impose. Pourtant, commémorer n'est ni un crime, ni un acte politique, c'est un devoir de mémoire. Petit rappel historique, le 13 mai 1972, un mouvement lancé par les étudiants en médecine d'Akatsu contre la mauvaise gouvernance, la dépendance persistante à l'égard de la France et l'indépendance de façade du pays, s'était mué en révolte populaire après l'arrestation de ses leaders. La place du 13 mai, noire de monde, avait été le théâtre de violents affrontements avec les FRS, les forces républicaines de sécurité. Plusieurs manifestants avaient trouvé la mort ou ont été blessés. Ce soulèvement avait précipité la chute du régime de Philibert Astralen, ouvrant la voie à une transition politique et à la Deuxième République. C'est en mémoire de ces événements que la place porte depuis le long de 15 à 13 mai. Le recours abusif des forces de l'ordre par le régime est une dérive inquiétante, selon la déclaration de députés aujourd'hui. Alors que la sécurité ne cesse de faire des victimes, notamment des enfants récemment à Tan-Najiv, c'est désormais contre des personnes âgées venues déposer des fleurs en mémoire du 13 mai 1972 que s'exercent violence et intimidation. La situation à Madagascar a dépassé les limites du supportable, a déclaré aujourd'hui le député Jean-Jacques Rabenrin, réagissant à l'utilisation croissante des forces de l'ordre par le régime en place. Nous sommes le 13 mai, et pourtant, la place du 13 mai était bouclée par un important dispositif de force de l'ordre. Quand il s'agit de protéger le pouvoir en place, l'État déploie ses effectifs. Mais quand il s'agit de protéger la vie, et les enfants du peuple, cette présence devient soudainement invisible. Je me demande, l'usage des forces de l'ordre n'est-il pas disproportionné? Ce sont surtout des personnes âgées qui se sont rendues sur la place du 13 mai. Que représentaient-elles comme menace? Leur seul désir était de vouloir commémorer une date historique. Et pourtant, c'est la violence qui leur a été opposée. Insécurité généralisée, flambée du coût de la vie, coupure d'électricité incessante, distribution d'eau défaillante, effondrement de la monnaie, autant de réalités quotidiennes auxquelles sont confrontés les Malgaches, malgré tous les efforts affichés par le président. Le président a affirmé que diriger un pays ne se fait pas avec les muscles, mais avec l'intelligence. Mais alors, est-ce là l'unique solution que votre intelligence a trouvée pour faire régner l'ordre? Était-il vraiment impossible d'agir autrement? Si vous prétendez gouverner par l'intelligence, comment expliquer de telles violences? Est-ce un choix délibéré, ou simplement la limite de ce que votre esprit peut concevoir? Si cette brutalité est tout ce que votre esprit permet d'imaginer, alors ayez au moins le respect de vous-même, démissionnez. Car d'autres esprits existent, porteurs de meilleures solutions pour le pays. Le discours récurrent selon lequel ce n'est pas la force physique mais l'intelligence qui agit et que les dirigeants ne dorment ni le jour ni la nuit pour faire avancer le pays semble aujourd'hui en décalage face à la gravité de la crise. Sur les plans politiques, économiques et social, les problèmes s'accumulent et s'intensifient. Une situation qui pousse de nombreux observateurs à se demander si le régime n'a pas déjà atteint ses limites ou, comme on le dit familièrement, plafonné, incapable de redresser la barre. Il faudra encore un an avant le démarrage du projet de centrale hydroélectrique Saoufk. Ce projet, initié par le précédent régime en 2016, devait initialement commencer en 2019. Pourtant, près de 10 ans plus tard, c'est seulement maintenant que le régime actuel décide de le concrétiser. C'est l'entreprise privée NEO, Nouvelle Énergie Hydroélectrique ONIV, qui assurera la réalisation du projet jusqu'à la fin de la concession, après quoi la gestion sera transférée à l'État malgache. Une fois la production lancée, NEO, société anonyme, vendra de l'électricité à la Jirama.
Les bénéfices seront ensuite répartis en fonction des parts d'investissement de chaque partie. Il faudra encore 5 années à l'entreprise NEO pour achever l'ensemble des infrastructures, ce qui signifie que la centrale pourrait n'être pleinement opérationnelle qu'en 2030. Une question a été adressée au ministre sur la manière dont le gouvernement entend gérer les 5 années précédant cette échéance, notamment face au délestage qui persiste malgré les installations de nombreux parcs solaires et qu'on continue d'attribuer à la sécheresse. Le président l'a toujours souligné, le développement d'une centrale hydroélectrique est un processus long. C'est un chantier de grande envergure qui nécessite d'intervenir dans des zones reculées, souvent en pleine forêt. Il faut y construire des barrages, installer des machines complexes, des turbines et des alternateurs. C'est pourquoi il existe 2 étapes essentielles, la phase de mise en place technique et celle de la réalisation concrète. Certes, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre indéfiniment, mais une solution transitoire reste possible, le recours à un système d'hybridation. En 2019, un accord de partenariat avait été signé avec le groupe Eiffage à Paris, mais celui-ci a été annulé en 2023. Il a été remplacé par une nouvelle structure, incluant le Fonds souverain malagasy. Le 15 novembre 2025, un autre partenariat a été établi entre le projet Saoufk et Prirtem 2. En 2022, le Parlement a approuvé un emprunt auprès de la Banque africaine de développement pour financer le projet. À cette période, le coût total du projet était estimé à 900 millions d'euros, dont 30 millions à la charge de l'État malgache, montant ensuite révisé à 49 millions d'euros, en plus de 13 millions d'euros de dons de l'Union européenne. En septembre 2024, un appel d'offres a été lancé pour désigner l'entreprise chargée de la mise en œuvre. La même année, le président Andrzej Duda a réussi à convaincre les Émirats arabes unis, via la société Masdar, de rejoindre le projet, alors qu'elle ne figurait pas parmi les actionnaires initiaux. Ce jour a été marqué par 2 signatures importantes, la première entre le Fonds souverain malagasy et NEO, et la seconde entre l'État malgache et NEO. On a appris également que le FSM, le Fonds souverain malgache, envisage d'acquérir 49% du capital de l'entreprise. Ce projet, qui aurait dû être opérationnel dès 2020, a ainsi connu de multiples retards au fil des années. Le rapport du Bianco a surpris les observateurs ce jour en annonçant une baisse des cas de corruption à Madagascar entre 2021 et 2024, selon les déclarations de son directeur général. Les gens disent souvent que le Bianco ne s'attaque qu'aux petits poissons. En réalité, le Bianco ne poursuit pas, il mène des investigations. Même dans l'océan, les petits poissons fuient les gros, il est donc logique qu'on ne retrouve dans les filets que les plus petits. Pour nous, tout est hypothèse, s'il y avait réellement un commanditaire qui donne des ordres aux petits poissons, cela ne laisse aucune trace. Ce qui est traçable, c'est le petit poisson, et c'est donc lui qu'on arrête. N'est-ce pas logique? Il est vrai que nous aspirons tous à une amélioration de l'indice de perception de la corruption de Madagascar. Mais il faut aussi se demander, est-ce que des efforts réels ont été faits par le pays, sans que l'IPC ne les prenne en compte? Il y a eu des résultats, il y a eu des efforts, a affirmé aujourd'hui le directeur général du Bianco, mais une question persiste dans l'esprit des observateurs. Cette diminution déclarée a-t-elle eu un impact réel sur le développement du pays? Quels sont à ce jour les secteurs que le Bianco peut considérer comme propres, c'est-à-dire exempts de corruption, si l'on se base sur ces résultats et les efforts affichés? Et surtout, pourquoi ces avancées ne se reflètent pas dans les classements internationaux établis par les experts en matière de gouvernance et de transparence? Autre interrogation majeure, comment se déroulait l'attribution des marchés publics avant 2021 et qu'en est-il aujourd'hui? Le favoritisme et le népotisme continuent de faire loi. Pas plus tard que récemment, une personne ayant déjà été incarcérée pour corruption et détournement de fonds publics s'est vue attribuer un marché de travaux routiers. L'affaire Homivos, condamnée par la justice britannique pour corruption et quête d'avantages personnels, ne s'est-elle pas produite en 2021 et 2024? Condamnée à l'étranger, mais à l'intérieur du pays, les institutions, y compris le Bianco, sont restées
silencieuse. En conclusion, la lutte contre la corruption à Madagascar reste jusqu'à présent un discours de façade. La justice, pourtant censée incarner la loi, demeure l'un des secteurs les plus gangrénés par la corruption. Pour les observateurs, des avancées tangibles ne seront visibles que lorsque tous seront réellement égaux devant la loi, lorsque les gros poissons impliqués dans la concussion, l'abus de pouvoir et le trafic des richesses nationales seront jugés et sanctionnés. Ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra parler d'un véritable état de droit et d'une volonté réelle des institutions de lutte contre la corruption, le blanchiment et l'impunité à tous les niveaux du système judiciaire. Les recherches se poursuivent pour identifier les responsables des assassinats de Raïssa et Trisha, les deux fillettes sauvagement tuées ces dernières semaines. Concernant l'affaire de Raïssa, la fillette de 8 ans, assassinée aux 67 hectares, les personnes arrêtées et placées en garde à vue à la brigade criminelle seront déférées au parquet de Bain, a déclaré aujourd'hui la procureure de la République près le tribunal de première instance. Parmi les organisations qui placent la formation et l'éducation à l'environnement au cœur de leurs priorités figure l'ANED, ou Action nationale pour l'éducation au développement durable. Présente à la foire dédiée à l'environnement qui se tient actuellement à Mamasn, l'ANED rappelle que la protection de l'environnement ne saurait être effective sans une réelle éducation à la citoyenneté écologique. L'éducation joue ainsi un rôle central et indissociable de toute démarche de préservation de l'environnement. Elle requiert une mobilisation collective, une solidarité active et surtout la formation de citoyens responsables. Tous doivent accepter d'être formés et cette éducation doit être menée avec sérieux et rigueur. Aujourd'hui, les enfants ne jouent plus aux jeux traditionnels malgaches, ils sont absorbés par les tablettes. Pourquoi? Parce que les éducateurs eux-mêmes ne leur transmettent plus ces pratiques culturelles. Il est donc urgent de former nos éducateurs à l'environnement et à retrouver l'identitaire malgache. On observe aussi que tout ce qui est d'expression française est devenu à la mode. Pourtant, le mouvement du 13 mai a 53 ans cette année. Quel en a été le résultat concret? Qu'a-t-il réellement changé? Ce mouvement avait pour but de briser l'emprise française et de valoriser notre souveraineté. Et pourtant, aujourd'hui, on semble faire l'inverse, l'expression française est privilégiée. On en vient à se demander, avez-vous peur de ce qui fait de vous un malgache? L'ANED concentre ses actions autour de 4 axes principaux: la formation et le renforcement des capacités, la sensibilisation à l'environnement, la promotion du développement humain durable, ainsi que la coopération et la gouvernance. De nombreuses initiatives ont déjà vu le jour, notamment dans le domaine de la formation. Nous avons mené des sessions de formation dans plusieurs établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle. Des formations ont été destinées aux enseignants des filières tourisme et bâtiments et travaux publics. L'ANED prend également part à la première édition du Salon EURED, un événement consacré à l'éducation et à la communication pour l'environnement et le développement durable. Cette rencontre favorise les échanges avec les professionnels, la vulgarisation des normes environnementales, la distribution de documents pédagogiques, des ateliers, des jeux éducatifs et des animations diverses. L'événement, ouvert depuis aujourd'hui, se poursuivra jusqu'à demain.